Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Inside News. Nous sommes le mercredi 29 octobre 2025. Chaque soir, notre engagement reste le même. Vous apporter une analyse rigoureuse et équilibrée de l'actualité qui façonne la République démocratique du Congo. Des décisions politiques aux réalités du terrain, des dynamiques économiques aux défis humanitaires, nous décryptons ensemble les informations essentielles. Restez avec nous pour ce tour d'horizon complet. Nous commençons avec la scène politique, marquée aujourd'hui par plusieurs développements significatifs touchant aussi bien les institutions nationales que les relations régionales et la mémoire collective. Après plusieurs semaines de paralysie, une issue se profile à l'Assemblée nationale. Le premier vice-président, Jean-Claude Tshilombayi, et le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ont conjointement appelé les agents et cadres administratifs à suspendre leur mouvement de grève. La solution proposée, la mise en place d'une commission tripartite réunissant le gouvernement, l'Assemblée nationale et les représentants syndicaux. Cette structure aura pour mission de trouver des réponses durables aux revendications salariales qui ont bloqué le fonctionnement de l'institution. Jean-Claude Tshilombayi a souligné l'urgence de cette résolution, notamment pour permettre l'adoption du budget 2026. Indispensable au fonctionnement gouvernemental. Depuis Rome, où il participe à une rencontre internationale sur la paix, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a lancé un vibrant plaidoyer pour la cohésion nationale. Il insiste sur la nécessité d'un dialogue national véritablement inclusif qui intégrerait toutes les composantes de la société congolaise, y compris les groupes armés. Le cardinal s'est montré particulièrement critique des accords médiatiques qu'il juge éphémères. Selon ses propres mots, la paix se construit plutôt dans le silence de la vérité, de l'écoute, du dialogue et de la responsabilité envers les victimes. Il a également dénoncé le pillage systématique des ressources naturelles qu'il identifie comme la cause profonde d'un conflit ayant causé des millions de morts dans ce qu'il qualifie de silence coupable de la communauté internationale. Tous les regards se tournent maintenant vers Paris, où se tiendra demain, 30 octobre, la conférence pour la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Sur invitation du président Emmanuel Macron, plusieurs chefs d'État régionaux sont attendus, notamment les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. L'enjeu est considérable, mobiliser la communauté internationale pour financer le plan de réponse humanitaire 2025. Les chiffres sont alarmants. Sur les 2,54 milliards de dollars nécessaires, seuls 14 à 16% ont été collectés à ce jour. Cette conférence représente donc une opportunité critique pour combler ce déficit et venir en aide aux millions de personnes affectées par la crise. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu aujourd'hui à l'exposition Mobutu, Une vie, un destin, organisée au Musée national de Kinshasa. Initiée par la famille de l'ancien président, cette exposition vise à présenter des aspects moins connus du parcours du maréchal Mobutu, particulièrement pour les jeunes générations qui n'ont pas vécu son règne de plus de 3 décennies. Ce geste présidentiel souligne l'importance d'une confrontation apaisée avec toutes les périodes de l'histoire nationale. Au niveau provincial, le gouverneur Jean-Paul Mbebwa du Kasaï oriental fait face à une nouvelle motion de défiance. 7 députés provinciaux l'accusent de gestion opaque de fonds publics. Il s'agit d'une situation récurrente. Le gouverneur avait déjà été déchu en mai 2025 pour des accusations similaires avant que la Cour constitutionnelle n'annule cette décision pour vice de procédure. De ces débats politiques, nous passons maintenant aux réalités sécuritaires qui continuent de préoccuper l'ensemble du pays. La situation sécuritaire dans l'Est demeure extrêmement complexe, caractérisée par des affrontements continus, des initiatives de désarmement qui divisent et des conséquences humanitaires dramatiques pour les populations civiles. Un calme précaire règne ce mercredi à Kibati, dans le groupement Lubérique, territoire de Walikale, au lendemain d'intenses combats entre les combattants Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23. Selon plusieurs sources sur le terrain, la zone serait désormais sous le contrôle de ces derniers. Les affrontements se poursuivent néanmoins
dans d'autres territoires de la province, notamment à Masisi et Walikale, où les tensions demeurent élevées. En Ituri, une annonce suscite un débat intense. Près de 50 000 miliciens du groupe armé Codeco auraient exprimé leur volonté d'intégrer la réserve armée pour la défense. Si les autorités considèrent cette démarche comme une avancée potentielle vers la pacification, elle soulève de vives inquiétudes dans la société civile. Le président du Conseil provincial de la jeunesse, Deogracias Bungamuzi, dénonce une tentative de blanchir les graves exactions commises par ces miliciens. Il insiste sur le fait que la réserve doit être constituée de citoyens honnêtes et non de personnes ayant commis des crimes. Les conséquences humanitaires de ces conflits sont considérables. Au sud Kivu, la route nationale 2 reste bloquée par le M23 depuis 3 semaines, isolant totalement le territoire de Mwenga. Le président de la société civile locale, Lungeli Itebo, décrit une situation critique, pénurie de produits de première nécessité, particulièrement de médicaments, et flambée des prix qui étranglent la population. Face à cette crise, la MONUSCO poursuit ses interventions. La mission onusienne a lancé un appel à une action coordonnée pour mettre fin au recrutement d'enfants par les groupes armés. Un phénomène qui s'est aggravé avec la recrudescence des violences en 2025. Par ailleurs, en Ituri, la MONUSCO soutient une formation destinée aux magistrats et inspecteurs judiciaires pour renforcer leurs capacités dans la lutte contre le financement du terrorisme, avec un accent particulier sur les défis posés par les crypto-monnaies et les communications chiffrées. Ces conflits sont intimement liés aux enjeux des ressources naturelles, au cœur de notre prochain segment économique. L'économie congolaise illustre un paradoxe persistant. D'immenses richesses naturelles confrontées à des défis majeurs de gouvernance. L'actualité du jour en offre une parfaite illustration. Le ministre de la Justice a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire sur un vaste réseau de fraude minière dans la province du Lualaba, épicentre de la production de cobalt du pays. L'enquête cible l'exploitation illégale sur des sites opérés par les multinationales Glencore et Eurasian Resources Group. Le réseau démantelé présente une structure particulièrement organisée, impliquant des civils, notamment des ressortissants chinois et libanais, des membres de la police nationale, ainsi que des militaires de la 22e région militaire et de la garde républicaine. Le gouvernement affiche une politique de tolérance zéro pour restaurer la gouvernance dans ce secteur stratégique, d'autant que le prix du cobalt a récemment bondi de plus de 16% suite à l'instauration de quotas d'exportation. Dans le Haut-Katanga, plusieurs infrastructures sociales, dont des écoles et un hospice pour personnes âgées, ont été inaugurées. Elles ont été financées grâce à la dotation légale de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières destinée aux communautés locales. La ministre des Affaires sociales, Eve Bazaiba, présente à l'inauguration, a salué cette opportunité pour les populations de bénéficier des retombées minières. Toutefois, un rapport récent de l'ONG AfriWatch tempère cet optimisme. Plus de 60% des entreprises minières de la province ne respectent toujours pas cette obligation légale, privant ainsi les populations d'une part significative des revenus qui leur sont dus. Au-delà des statistiques économiques, ces réalités ont un impact direct sur le quotidien des citoyens, comme nous allons le voir maintenant. Derrière les grands enjeux politiques et économiques se profile une crise humanitaire profonde, ponctuée de drames locaux qui rappellent la vulnérabilité quotidienne de nombreux Congolais. Les chiffres du plan de réponse humanitaire donnent la mesure de la catastrophe en cours. La crise affecte aujourd'hui 21,2 millions de personnes et a provoqué le déplacement de 7,8 millions de personnes à l'intérieur du pays, l'un des chiffres les plus élevés au monde. Le sous-financement critique de l'aide internationale, qui sera au centre des discussions de la conférence de Paris, menace directement la capacité des organisations humanitaires à sauver des vies. L'appel du cardinal Ambongo sur le silence coupable entourant cette situation trouve ici tout son écho. À Goma, dans le quartier Lac-Vert, le corps sans vie d'un enfant de 10 ans a été découvert mardi 28 octobre, flottant sur les eaux du lac Kivu.
Il s'agit du deuxième cas de noyade dans cette même zone en quelques semaines. Le chef de quartier, Dedesi Mitima, a lancé un appel pressant aux parents pour qu'ils empêchent leurs enfants de jouer près du lac. Ces tragédies locales nous rappellent la fragilité des conditions de vie et la nécessité d'une vigilance constante pour protéger les plus vulnérables. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 29 octobre 2025. Merci de votre confiance et de votre fidélité à Inside News. Notre engagement demeure inchangé, vous fournir une information vérifiée, équilibrée et contextualisée pour vous permettre de mieux comprendre les réalités complexes de notre pays. Dans un environnement saturé d'informations, nous vous appelons à exercer votre esprit critique face à la désinformation qui circule largement. Prenez toujours le temps de vérifier vos sources, de croiser les informations et de privilégier les médias qui respectent les standards journalistiques. La qualité de notre compréhension collective du monde en dépend. Je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Inside News.